La nuit du 30 mars 1993, un objet traverse l'espace aérien britannique. Un phénomène encore inexpliqué à ce jour. Des dizaines de témoins, parmi lesquels des militaires et des policiers, disent avoir vu un mystérieux... À cette époque, en Grande-Bretagne, la loi relative à la protection des secrets d'État, appelée Official Secret Act, empêche Nick Pope de partager ses découvertes. Mais depuis la récente loi sur la liberté d'accès à l'information, la véritable histoire de cet événement incroyable peut enfin être révélée. Pendant 3 ans, Nick Pope dirige un service méconnu du ministère de la Défense. Un poste peu convoité. Officiellement, j'étais à la tête du secrétariat Air Staff de A. En clair, il s'agissait du bureau des OVNI. Le poste de Nick est le dernier bastion d'une époque révolue. C'est le dernier vestige d'un département datant de la guerre froide, autrefois très actif, qui enquêtait sur les phénomènes nouveaux et mystérieux concernant les OVNI. Un projet d'une importance mondiale en matière d'ufologie. En 1950, le ministère de la Défense britannique crée un groupe de travail ufologique appelé Flying Saucer Working Party, à l'initiative du président du conseil scientifique du ministère de la Défense. Mais ce projet ne survivra que 10 mois. Le rapport final stipule: il est fortement recommandé de ne pas entreprendre de recherche sur des phénomènes aériens inconnus, à moins d'être capable d'en apporter une preuve matérielle. Malgré ce message officiel, le gouvernement britannique continue d'enregistrer les phénomènes inexpliqués et d'enquêter sur les soi-disant ovnis. Contrairement à ce que croient les gens, le gouvernement britannique a dirigé un projet OVNI pendant des dizaines d'années. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le sujet a été pris très au sérieux à la fois par le gouvernement et par l'armée. Lorsque Nick Pope prend son poste en 1991, il est très étonné par le nombre de témoignages qu'a recueilli ce département secret. Je recevais 2 ou 3 000 rapports par an, mais j'ai consulté les anciens dossiers et j'ai constaté qu'avant mon arrivée, le service avait stocké près de 10 000 rapports. Au cours de ses 3 premières années de service, Nick reçoit en moyenne 5 rapports d'OVNI par semaine. Dans la plupart des cas, Nick y trouve une explication rationnelle. Mon travail n'était pas de prouver l'existence des extraterrestres. Il consistait à étudier les différents rapports que je recevais concernant les ovnis et apporter la preuve qu'ils ne représentaient aucune menace pour le pays et qu'ils n'étaient donc pas de la responsabilité du ministère de la Défense. Au cours de sa mission, seul un des 10 000 dossiers archivés reste un véritable mystère pour lui. Il s'agit de l'incident de Rendlesham. On entendait la peur dans leur voix. La forêt de Rendlesham se situe entre ce qui était, en 1980, les bases aériennes militaires britanniques et américaines de Bentwaters et de Woodbridge dans le Suffolk. Aux premières heures du 26 décembre 1980, 2 militaires américains disent avoir vu des lumières brillantes à travers les arbres.
2 nuits plus tard, les lumières reviennent. Le commandant adjoint de la base, le lieutenant-colonel Charles Halt, a entendu parler de l'apparition d'un ovni et il était sceptique. Il a donc formé une petite équipe pour partir en observation dans la forêt. Pour utiliser ses propres termes, elle avait pour but de démystifier cette histoire irrationnelle. Tout au long de son excursion dans la forêt, le colonel Halt enregistre ses observations sur cassette audio. Ce que vous allez entendre est une copie de cet enregistrement. Cet enregistrement est très important parce qu'il commence tout à fait normalement avec une description de l'opération et des déplacements dans la forêt. Il est calme, très posé, un véritable professionnel. Et puis, progressivement, il se laisse prendre par cette histoire. Il commence à être plutôt tendu, très excité. Et puis, il le voit. The light is gone now. It was approximately 120 degrees from the site. Is it back again? Yes, sir. Oh, that's the flashlight's in. There is no doubt about it. There's some type of strange flashing red light ahead. It's yellow. I saw a yellow tinge in it, too. Weird. It appears to be maybe moving a little bit this way. À un moment, la lumière s'est dirigée vers eux et on entendait que la tension commençait à monter. It is definitely coming this way. On entendait presque la peur dans leur voix. Pieces of it are shooting off. There is no doubt about it. This is weird. Okay, one light to the left. Keep the flashlights off. Ils ont commencé à décrire les manœuvres étranges de l'appareil. Pieces are falling off it again. It just moved to the right. Yeah. Off to the right. Strange. So here he comes from the south. He's coming toward us now. Looks like an eye winking at you. Still moving from side to side. Les hommes que vous venez d'entendre sont convaincus qu'il s'agit d'un ovni. Et en tant que militaires d'une base aérienne, ils sont bien placés pour faire la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Peu de temps après l'incident, un grand nombre de ces témoins se sont enfermés dans le silence, disant qu'on leur avait demandé de se taire pour une question de sécurité nationale. Les autorités américaines prennent l'enquête officielle en charge. Mais le rapport ne sera jamais rendu public. Un secret qui alimente la théorie de ceux qui croient aux ovnis et affirment que l'incident de Rendlesham était une couverture officielle. Quant à Nick Pope, il est convaincu que si l'affaire avait été consciencieusement menée, une explication aurait pu être trouvée. Lorsqu'il prend son poste au département 2A, il jure que si un dossier comme celui de Rendlesham arrivait sur son bureau, il entreprendrait des recherches approfondies. Mais à mesure que sa charge de travail au ministère diminue, la possibilité de voir arriver une affaire comme Rendlesham semble de moins en moins envisageable. Chaque semaine, les rapports sur les ovnis se font de plus en plus rares. Quelle que soit la conviction des témoins, Nick y trouve toujours une explication rationnelle. J'ai pris tous les dossiers très au sérieux. Je voulais faire tout mon possible pour résoudre chacun d'entre eux. Et je dirais que j'ai réussi dans 90 ou 95% des cas.
Quand je recevais un dossier concernant un OVNI, je vérifiais un certain nombre de choses. Par exemple, on connaissait tous les plans de vol des avions militaires ou civils, alors j'essayais de faire le lien entre ces vols et les apparitions d'OVNI. Et la plupart du temps, on trouvait une explication pour la quasi-totalité des dossiers. Il s'agissait souvent d'avions, de ballons-sondes, de satellites, de météores. Les données très fiables du gouvernement et de l'armée permettent à Nick Pope de trouver chaque fois une explication terrestre avec une régularité devenue monotone. Pour ceux qui croient aux ovnis, les enquêtes de Nick Pope sont considérées comme le dernier maillon d'une longue histoire de secrets et de démentis du gouvernement. Mais Nick n'est pas de ceux-là. À chaque nouvelle affaire, son scepticisme face à l'existence des ovnis grandit. Mais le 30 mars, quelque chose va ébranler ses plus grandes convictions. Contre toute attente, Nick Pope se laisse submerger par une apparition inexpliquée qui va le hanter pour toujours. Un immense objet volant non identifié est apparu devant des centaines de témoins à travers une grande partie de la Grande-Bretagne. Une affaire qui défie toute explication raisonnable. Lorsque Nick arrive à son bureau le matin du 31 mars 1993, il comprend rapidement que ce ne sera pas un jour comme les autres. La nuit précédente, plusieurs témoins ont vu quelque chose dans le ciel britannique. Une chose qu'ils décrivent comme un très grand objet triangulaire avec des lumières brillantes apparemment dirigées de façon contrôlée. Les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Quand j'ai décroché, je suis tombé sur un officier de police du Devon. Ses collègues et lui avaient vu l'OVNI. J'ai noté tous les détails, comme je le fais toujours, et j'ai raccroché. Et puis, j'ai reçu un autre coup de fil et un autre rapport sur l'OVNI en question. Et ainsi de suite, toute la journée. Les dossiers s'accumulaient au fur et à mesure et tous contenaient les mêmes informations. Et j'ai tout de suite compris que j'avais un événement de première importance entre les mains. Mais contrairement aux affaires habituelles n'impliquant que des témoignages individuels, des rapports provenant des quatre coins du pays s'accumulent sur le bureau de Nick. Des rapports qui contiennent des similarités troublantes. Ce jour-là, je crois que j'avais reçu 50 ou 60 témoignages. On ne pouvait pas nier ce que tous ces gens avaient vu. Les descriptions étaient très intéressantes. Il y avait des descriptions détaillées de l'appareil. Ce n'était pas de simple lumière dans le ciel. Mais surtout, j'avais des témoignages fiables. Ceux d'officiers de police, de militaires. Ces gens avaient vu des lumières sous un objet de forme triangulaire. C'était le point commun de tous les rapports, civils et militaires. Pendant plusieurs heures, Nick n'a aucune idée de la nature de ce mystérieux objet. Mais il est évident qu'il est hors du commun. Ce qui suit repose sur les rapports rédigés par Nick Pope au ministère de la Défense. « 21h30, le 30 mars 1993. Une série de lumières formant un immense triangle apparaît à l'ouest. En quelques secondes, elle pénètre dans l'espace aérien britannique et traverse les côtes galloises en se dirigeant vers l'intérieur des terres. 22h, le 30 mars 1993. Un officier de police qui est de repos remarque un objet venant du nord volant à basse altitude dans les collines de Quantock du Somerset. Les témoignages de ces personnes sont tellement précis que Nick peut retracer avec précision le parcours du mystérieux objet. Contrairement à tous les soi-disant ovnis sur lesquels il a enquêté dans le passé et qui semblaient apparaître et disparaître au hasard, celui-ci semble avoir un objectif précis. Ce que Nick découvre en retraçant le parcours suivi par le mystérieux objet volant le laisse sans voix. L'objet s'est dirigé droit sur ce qui était à l'époque des bases militaires clés de l'armée britannique. Celles de Cosford,
et de Shawbury. Nick estime rapidement que l'appareil est resté dans le ciel britannique pendant 5 heures. Le nombre et la fiabilité des témoins sont extraordinaires. Et tous concordent parfaitement. L'un de ces rapports était incroyable. Un appareil de plusieurs centaines de mètres de diamètre est décrit par le témoin comme ressemblant à 2 avions Concorde qui auraient été collés ensemble. Il est difficile d'exclure ce témoignage. En effet, l'homme qui a vu ce mystérieux appareil se diriger vers l'intérieur des terres au-dessus des côtes galloises est un officier de police. Les témoignages s'étendent de la soirée du 30 mars aux premières heures du 31. Au cours de cette période, l'imposant objet triangulaire survole une grande partie du pays en toute impunité. 1h10 du matin, Liscard dans le Cornwall. L'OVNI est aperçu par un autre officier de police qui le décrit comme un triangle de lumière brillante se dirigeant silencieusement vers le nord. Ce témoignage est confirmé par des rapports similaires peu de temps après dans le Devon et le Cornwall. Ils estiment tous sa vitesse de déplacement supérieure à Mach 2. Mais le plus important n'est pas ce que ces témoins ont vu, mais où ils l'ont vu. Quel que soit cet appareil et son objectif, le choix de sa destination, c'est-à-dire des bases militaires, laissait penser qu'il s'agissait d'une reconnaissance. En poursuivant l'étude des différents témoignages, Nick parvient à les regrouper en 2 vagues distinctes. Ceux du 31 mars, qui décrivent l'objet comme un appareil volant à haute altitude, et ceux de la veille, disant avoir vu un immense ovni triangulaire volant à basse altitude, capable de se déplacer à une très grande vitesse. Mais pour Nick, l'éternel sceptique, l'hypothèse d'un escadron d'extraterrestres venus en reconnaissance relève de la science-fiction. Il doit forcément y avoir un élément dans la 60aine de témoignages qui remettrait l'enquête sur le chemin de la réalité. Nick se tourne vers les systèmes radars. Conçus pour détecter la présence de missiles balistiques, ces radars sont capables de repérer au centimètre près un objet se trouvant à des centaines de kilomètres.